parliez d'état de conscience modifié. C'est un genre de relaxation profonde. Oui, exactement. C'est-à-dire que je vais vous expliquer comment ça se passe une séance. Il y a 3 étapes dans la séance. La première étape est une étape de face à face où on va discuter, où on va prendre des informations, bien sûr sur l'histoire de la personne, sur ce qui s'est passé depuis la séance précédente. On va un peu parler de tout ça. Pendant la deuxième étape du rêve, on va inviter la personne à s'allonger ou à se mettre en tout cas en position de détente et on va l'accompagner à trouver cet état de conscience qui est celui entre l'éveil et le sommeil. C'est-à-dire que l'aspect conscient est un peu chanté, mais comme la consigne est de dire à haute voix les images qui lui viennent, elle reste aussi éveillée. C'est ça. Donc la patiente formule ce qui lui vient comme image, elle l'exprime au fur et à mesure. Exactement. Mais c'est quand même pas très simple parce que justement, quelqu'un qui a un problème qui est un peu verrouillé, on se dit rêver de façon éveillée comme ça paraît surprenant. On a des verrous, on ne se lâche pas. Absolument. Alors c'est l'état de relaxation. C'est l'état de relaxation. C'est aussi le travail préalable du thérapeute, de la mise en confiance du patient, bien sûr. On commence pas rarement une première séance sans se connaître. En rêve éveillé, il y a tout un travail d'alliance thérapeutique qui se fait, bien sûr, d'explication, de psychopédagogie. On prend tout ce temps-là avant de démarrer du rêve éveillé. Mais effectivement, la relaxation va permettre à la personne de se relâcher et de laisser venir ces images à elle. Donc au final, une séance en 3 temps à chaque fois. Voilà, le 3e formule, on a la période de rêve éveillé. Alors pendant que la personne rêve, on lui demande d'exprimer à haute voix ce qu'elle voit. On peut lui parler, mais on évite parce que justement, il faut faire un minimum d'intrusion. La personne est complètement prise dans son scénario, on appelle ça des scénarios. Il peut y avoir des émotions très fortes, il peut y avoir des silences aussi. Et nous, le thérapeute, on est vraiment en retrait, on reste spectateur de ce qui se passe. On note tout ce que la personne dit. Et le 3e temps, c'est le temps de l'analyse. C'est-à-dire que quand la personne nous dit « là, j'ai plus rien », eh bien très bien, elle se rassoit et on reprend le rêve ensemble et on va l'analyser. Et là, c'est là que vous décodez, puis vous analysez le rêve avec la personne, donnant un éclairage. C'est dire qu'il est important d'avoir en face un psychothérapeute ou un psychanalyste formé. Absolument, oui. Donc, c'est important. Parce qu'il n'y a pas une clé des songes, c'est-à-dire qu'on a parlé des archétypes qui vont être des symboles un peu universels, donc assez faciles à percevoir, à comprendre, mais il y a aussi une grammaire des symboles spécifiques, il y a une connaissance des aspects psychanalytiques aussi, toute la théorie analytique freudienne, bien sûr, tout ça, on l'a acquis avant. Bien sûr. La grammaire des symboles, c'est la façon dont ils vont s'articuler les uns avec les autres pour donner sens. Exactement. C'est comme une phrase avec des mots. C'est comme une phrase avec des mots. Et donc un symbole peut avoir un sens générique. Et puis il peut avoir, moi je parle souvent d'un patient qui rêvait de bateau. Alors le bateau pour moi ça a un sens de contenant, ça peut être une matrice maternelle, ça peut être un chemin, un outil, un véhicule d'individuation, ça peut être plein de choses le bateau. Et en fait il m'a raconté qu'il avait fait le tour du monde en bateau avec ses parents. Alors bien évidemment le bateau prenait une toute autre dimension qui était liée à sa propre histoire en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a la connaissance théorique des symboles et puis il y a l'approche thérapeutique individuelle propre à chaque personne. Donc après c'est le psychanalyste qui va creuser un peu pour voir pour ce patient-là qu'est-ce que ça signifie pour lui. Et alors je voudrais juste revenir sur le fait de donner une analyse. Je suis assez sensible à ça parce qu'en fait on ne donne pas d'analyse, on propose des pistes. On questionne, parce qu'on ne peut pas enfermer la personne ni son rêve dans une lecture. Bien sûr. C'est le patient qui va réagir pour voir si ça fait résonance. Si ça ne fait pas résonance, c'est lui qui a raison. Et si ça fait résonance, tant mieux. Mais c'est le patient qui s'approprie son chemin thérapeutique, c'est lui qui est au contrôle de sa thérapie, et le thérapeute est là comme un accompagnateur, on marque les balises. Vous avez une lampe torche là et vous montrez le chemin. Oui. Et s'il ne veut pas y aller, on ne pousse pas. C'est en ça que c'est une méthode. C'est en ça que c'est une méthode douce, parce que c'est très respectueux du rythme de la personne, de ses résistances, de ses souffrances, de ses impossibilités. Voilà. C'est ça. Donc au final, une thérapie douce qui s'adosse à toute une expérience psychanalytique, une expérience des symboles, des rêves, etc., des archétypes. Et
avec un accompagnement du psychanalyste en face, Oui. qui va, après cette formulation comme ça par le patient de ce qui lui vient à l'esprit comme rêve, vous allez travailler avec lui pour essayer de voir ce que ça signifie pour cette personne, avec la personne. Absolument. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide? C'est qu'il y a moins de verrous qu'une psychanalyse lambda? Il n'y a pas moins de verrous, mais disons que le rêve éveillé va agir à la fois sur le plan psychologique et à la fois sur le plan neurologique. C'est-à-dire que maintenant, on a beaucoup... Moi, j'ai été formée dans les années 2000, et depuis, la science, les neurosciences ont fait un bond, et on sait très bien maintenant que le cerveau est plastique, et cette plasticité neuronale nous permet de refaire des connexions ou de défaire des nœuds à tout moment. Et le fait d'être en état de conscience modifié, alors j'aime pas trop cette expression, mais enfin j'en ai pas trouvé d'autre, dans cet état un peu particulier de relaxation, eh bien les cheminements neuronaux vont pouvoir se faire de manière beaucoup plus rapide et donc de manière irréversible. Le cerveau donc a plus de plasticité à ce moment-là. Absolument. Et c'est pour ça qu'on respecte aussi les temps de silence pendant les rêves, parce que on sait très bien que c'est dans ces temps-là que le cerveau est en train de travailler, en fait. Ce qui fait qu'au niveau des neurosciences, on a objectivé finalement qu'un blocage ou une difficulté vécue et qui est encore rémanente là, modifie la structure neuronale et les connexions entre les neurones physiquement et physiologiquement. C'est ça. Donc c'est un point important, c'est important de pointer ça, puisqu'on n'est pas uniquement dans une psychothérapie analytique, on touche aussi l'aspect neuronal, physiologique et neuronal. Tout à fait. Donc c'est effectivement important et on comprend pourquoi ça a apporté un plus. Alors elle a quel âge, la méthode affinée comme ça? Elle date des années 80. Oui, donc c'est tout à fait récent. Et Georges Romet, qui a donc développé cette méthode et qui a écrit tous les livres théoriques, qui a rédigé des encyclopédies spécifiques suite à ce travail-là, il s'est appuyé sur plus de 5000 rêves. C'est-à-dire qu'il a enregistré de manière systématique tous les rêves de ses patients. Il a fait un travail énorme. D'analyse, justement, d'exploration d'exploration des symboles. Voilà. Très bien.